Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. On commence tout de suite, si vous le voulez bien, par l'actu. Des conteneurs maritimes pour en faire des logements modulaires pour les saisonniers, étudiants ou encore dans des campings. La société Conteco s'est installée à Amiens pour lancer sa production à partir du mois de juillet. Objectif, produire 400 modules par an. Conteco a signé un premier contrat avec CMA CGM pour récupérer des conteneurs en fin de vie et les transformer ensuite en logements. Dénouement heureux pour les verreries de Bréa dans les Côtes-d'Armor, placées en redressement judiciaire en janvier dernier. L'entreprise a finalement été reprise par un collectif de 8 habitants de l'île, autrefois tournés vers l'export avec des pièces monumentales. Les verreries entament aujourd'hui un nouveau chapitre, plus local cette fois-ci, un reportage de TBO. Un second souffle, inespéré. À Bréa, l'activité des verreries a repris fin avril, après de longs mois d'incertitude. 8 habitants de l'île se sont mobilisés pour reprendre la gestion du site. Un repêchage in extremis qui a permis de sauver l'emploi de 9 salariés sur les 11 précédemment en poste. Alors pour ne pas reproduire les erreurs du passé, le nouveau propriétaire a défini une nouvelle stratégie de production. On va moins privilégier les affaires prestigieuses, on va plus s'orienter vers les gens qui viennent nous voir, vers le grand public, en proposant des objets plus accessibles, avec des prix à la portée de plus de gens. Et on va aussi ouvrir nos ateliers à ceux qui veulent venir faire des initiations au travail du verre et qui voudront aussi faire des stages pour apprendre à souffler le verre. Un pari qui pourrait s'avérer gagnant. Cette semaine, les curieux étaient nombreux à venir admirer le travail du verre et à déambuler dans les allées de la boutique. Vases, lampes ou objets de décoration en tout genre, il y en a pour tous les goûts. L'institution bretonne, créée en 1998, semble encore avoir de beaux jours devant elle. Les micro-entrepreneurs peuvent souffler du moins jusqu'à la prochaine loi de finances en 2026 où ce projet de faire payer la TVA aux micro-entrepreneurs pourrait revenir. Pour l'instant, tout est calme, rien ne bouge. L'abaissement qui était prévu à 25 000 € contre 37 500 ou 80 000 qui devait entrer en application au 1er juin est donc suspendu cette année. Les explications de Virginie Velu, expert comptable et commissaire aux comptes, associé également du cabinet BDS Associés de Troyes. Elle était mon invité dans l'émission L'Heure Écho sur Canal 32. Alors en fait, effectivement, c'est une mesure qui avait été prise dans la loi de finances 2025 et qui devait trouver à s'appliquer au 1er avril 2025. Et en fait, cette mesure consiste, je ne sais pas comment il faut conjuguer, mais en tout cas consistait à n'avoir qu'un seul seuil de 25 000 €, au-delà duquel tout redevable tout assujetti à la TVA devient redevable. Donc sur la base de ces nouveaux seuils, il y a eu, comme on l'a tous observé, une levée de bouclier d'un certain nombre de fédérations, notamment la Fédération des micro-entrepreneurs qui s'est élevée contre ce texte. Et donc, dans un premier temps, il a été question de le reporter en juin 2025. Et là, aujourd'hui, nous avons eu un communiqué, il y a quelque temps, un communiqué qui nous indique que cette mesure est reportée jusqu'à la fin de l'année 2025, de façon à pouvoir discuter paisiblement avec les parties prenantes. Oui, mais vous vous rendez compte, même si c'est une micro-entreprise, comme c'est compliqué, quand on ne sait pas à quelle sauce fiscale on va être mangé. Pour faire un business plan, pour faire des projets. Oui, c'est très très compliqué parce qu'effectivement, là, on se trouve face à des entrepreneurs qui... moi, j'ai un certain nombre de personnes, en effet, qui m'ont contacté. Et on leur demande de prendre la précaution d'indiquer sur leur devis sous réserve d'assujettissement à la TVA parce qu'effectivement, vous pouvez vous trouver face à un micro-entrepreneur qui aura prévu son devis et qui va se retrouver finalement redevable alors qu'il ne l'avait pas anticipé. Donc c'est quand même potentiellement 20% en dedans qui part. Après le sujet en fait de cette fronde qui s'est mise en place, et on peut la comprendre, hein, moi je ne fais pas de politique, mais ça concernait le bâtiment et la concurrence qui est annoncé, qui est en tout cas considéré comme déloyal entre un auto-entrepreneur qui ne facture pas TVA et un artisan qui, lui, doit assujettir à la TVA. Donc, c'était un petit peu le débat, quoi. C'est un petit peu tendu. Ça, je peux le comprendre. En revanche, ce que je comprends un petit peu moins, c'est que ces auto-entreprises qui ont été créées il y a quoi, une vingtaine, trentaine d'années, je crois, si ma mémoire est bonne, c'était une véritable révolution dans l'entrepreneuriat dans ce pays. Il faut le dire ce qui est. Beaucoup de gens se sont créés leur propre emploi. Ils n'ont rien demandé à personne. Ils vivent de ce qu'ils gagnent.
C'est quand même incroyable. Oui, oui. Et Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de sabrer tout ce qui était à peu près... Oui. Alors après qu'il y ait des aménagements pour l'artisanat, tout ça, je veux bien l'entendre, mais ça me surprend un peu. Voilà. Bah, après, la genèse, l'auto-entreprise, en fait, elle a été créée à la base et elle trouve à s'appliquer de façon absolument pertinente pour une personne qui souhaiterait reprendre une activité annexe, un retraité qui veut prendre une activité annexe ou vraiment très marginale. En fait, la difficulté, et notamment dans le bâtiment, ce qui s'est rencontré, c'est qu'on s'est retrouvé face à des gens qui ont fermé leur entreprise pour se mettre en auto-entreprise. Donc là, en fait, la vocation initiale de la micro-entreprise n'était plus là. Ouais. Mais par contre, l'idée de dire on va permettre à des personnes de créer leur propre emploi, c'est sûr que cette idée était plutôt convaincante. Et elle a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, effectivement, elle a très très bien fonctionné. Après, c'est toujours le sujet, c'est qu'il y a une règle et puis il y a le contournement de la règle. Et ce qui pose question, c'est le contournement de la règle. À Nomexy, l'usine de chaussettes, collants et bas de contention Inotera, 330 salariés, près de 54 millions d'euros de chiffre d'affaires, a investi 2,5 millions au cours de ces 2 dernières années avec 400 000 euros d'aide de l'État dans le cadre du plan France 2030, un projet en faveur de l'innovation, de la réindustrialisation et de la transition écologique. Un reportage de Vosges TV. Cette machine est l'une des plus modernes en matière d'assemblage de fils afin d'en fabriquer un plus gros qui permettra ici de tricoter chaussettes, collants et bas de contention. Elle tourne depuis quelques mois au sein de l'usine vosgienne du groupe français Inotera à Nomexy, usine où 2 500 000 euros ont été investis au cours des 2 dernières années. Le développement d'une nouvelle chaussette éco-fibre, une chaussette éco-responsable avec des matières à base de fibres recyclées, de fibres naturelles. Et puis également du process industriel avec des capacités industrielles de ce type-là, comme la machine Airjet, également des machines de tricotage, des machines d'assemblage automatique. 2 500 000 euros d'investissement, dont 450 000 d'aides de l'État dans le cadre du plan France 2030, dont le secrétaire général était ce jeudi dans les Vosges. On voit bien ici dans cet atelier qu'ils ont réussi à conserver l'histoire d'une société qui est plus que centenaire, avec la modernisation des outils technologiques. Donc c'est vraiment ce que nous recherchons à France 2030, c'est ce mélange-là. Ça devient un des plus gros employeurs du secteur. Inotera, ils n'ont cessé de progresser, tout en automatisant de plus en plus. C'est une entreprise remarquable, on est très fiers de l'avoir sur notre territoire, c'est une vraie chance. 330 salariés produisent ici 3 500 000 paires de chaussettes ou de bas destinés à un marché de niche. L'usine a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros, une activité qui se maintient, voire qui se développe, malgré un contexte géopolitique compliqué. C'est un choix d'audace parce que les challenges sont énormes. Que je vous l'ai dit, nos concurrents sont, eux, pour la plupart à l'étranger. Et c'est un choix de confiance parce qu'on est convaincu qu'on a le personnel, on a la technique, on a l'expertise, on a la passion en fait pour y arriver. Donc on est certain qu'on va y arriver. Les taxes de douane, c'est un problème aujourd'hui ? C'est certainement un problème pour l'Amérique, mais il n'y a pas que l'Amérique dans le monde, il faut aller chercher les autres pays. Et justement, c'est l'occasion pour l'Europe d'aller se dire, la solution de facilité consistait à vendre uniquement aux États-Unis, elle va vers d'autres pays, le Sud-Est asiatique, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Le monde est grand et l'Amérique n'est pas le monde. France 2030 dans les Vosges, c'est déjà 52 millions d'euros d'aides qui ont accompagné une trentaine de projets autour de l'innovation, de la réindustrialisation et de la transition écologique. Ce jeudi, son secrétaire général s'est également rendu chez FIF Cryo à Golbet, ainsi qu'à la Scierie Lemaire à la Petite Raon. On ne peut pas légalement l'appeler vin sans alcool, le terme n'ayant pas d'existence légale. Et pourtant, le rosé pétillant Granit existe. C'est une création de Bertrand Michat. Il est fabriqué dans la Drôme. Il est l'invité de Guillaume Lamy sur Lyon Capitale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Bertrand Michat. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le créateur de Granit Drinks qui est fait à Saint-Péret, donc c'est pas loin de Valence. Alors, Granit Drinks, pardon, c'est un rosé pétillant. Oui. Rosé pétillant, on en connaît, mais là, la spécificité, c'est que c'est complètement sans alcool. Et vous venez de remporter une médaille d'or au World Alcohol Free Awards 2025. Alors,
on ne peut pas parler de vin parce que finalement, c'est un mélange de plantes aromatiques et de verjus. Alors expliquez-nous un peu le process de fabrication justement de ce rosé pétillant sans alcool. Ben voilà, oui, la principale différence avec le vin, c'est qu'il n'y a pas de fermentation. Donc c'est obtenu à base de feuilles de figuier, là, pour le cas du pétillant, des feuilles de figuier bio que j'ai récoltées à la main, que j'ai séchées pendant 60 jours sur des cagettes en bois. Et ensuite, je l'ai associé à d'autres plantes aromatiques, donc du romarin, de la myrtille sauvage, il y a aussi du jus de raisin muscat de la Drôme. Le verjus, toujours, ça c'est l'élément très important. Alors le verjus, il faut expliquer quand même. Expliquez-nous le verjus, finalement c'est de la grappe encore verte. Voilà, c'est ça, c'est un jus de raisin, des raisins qu'on récolte avant la maturité, c'est-à-dire la fin du mois de juillet ou début du mois d'août, selon les terroirs. Et c'est une tradition viticole et gastronomique. C'était un acidifiant utilisé par tous les grands cuisiniers pendant près de 1000 ans et qui a été un peu oublié au XXe siècle au profit du jus de citron. Oui, parce que les agrumes sont arrivés. Voilà, c'est ça, les agrumes sont arrivés et ont pris un petit peu la place. Alors certains on peut faire des acidifications avec du vinaigre ou avec du vinaigre de cidre, par exemple. Mais c'est vrai que le verjus est un produit noble et gastronomique que j'ai à cœur de remettre au goût du jour, en fait. Voilà, comme certains cuisiniers ou certains barman, barmaids. Oui, exactement. Ça revient, effectivement, vous avez raison, ça revient à la mode. Donc finalement, ce rosé pétillant, mélange de plantes aromatiques, de verjus. Il n'y a pas de macération. Finalement, on mélange tout ça. En fait, c'est une macération, mais il n'y a pas de fermentation. Il n'y a pas de fermentation. Il n'y a pas de départ en fermentation. On met les plantes sèches d'abord, voilà, pour 60 minutes, 90 minutes, selon les températures. Et ensuite, on ajoute les liquides. Et on laisse précipiter au moins toute une nuit, on laisse pour avoir le moins de filtration à faire possible et garder le plus de matière et le plus d'arômes et de qualité gustative de chaque élément. Donc finalement un process de fabrication qui est relativement court. Relativement simple, oui, on peut dire. Les récoltes et l'assemblage, ça prend un petit peu plus de temps, mais la fabrication, on peut la faire sur 2 jours. Oui. Quel marché vous recherchez? Un marché français ou marché américain? Non, américain. Non, américain pas pour l'instant, mais on va dire que je me suis développé graduellement autour de la région et puis aussi dans le reste de la France, puisqu'il y a maintenant un réseau assez important de cavistes ou épiceries qui font beaucoup de sans-alcool. Certains sont spécialisés dans le sans-alcool en fait. Il y avait 2 cavistes sans-alcool en avril 2022. Aujourd'hui, il y en a 35 en France, avec 5 ou 6 projets d'ouverture là d'ici l'été. Merci d'avoir suivi le Business Club de France des entrepreneurs. Cette émission est disponible, vous le savez, en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également disponibles sur les bonnes plateformes de podcast. Oui, vous pouvez nous écouter. Merci également aux radios qui diffusent cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.